Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Donc, on se retrouve une fois de plus pour une formation, comme d'habitude. Dans le programme, chaque lundi, nous avons une séance de formation ici, avec moi-même. Et ce sont des formations sur des thématiques bien précises. L'objectif de ces formations, c'est pour vous permettre de grandir en termes de connaissances. Et bien évidemment, on a d'autres formations les mardis, les mercredis, les jeudis, jusqu'au samedi. Mais là, vraiment, ce sont des formations stratégiques où, à la fin de chaque formation, on repart avec un plan d'action. La dernière fois, je crois qu'on a abordé ensemble une thématique intéressante. Qui se rappelle de ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu? Les 15 lois inestimables de la croissance. Et j'espère que vous avez tous noté et tous retenu ce que le livre de John C. Maxwell voulait faire ressortir. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Les 15 lois. Qui a commencé à pratiquer? Ok, c'est quoi vous avez commencé à pratiquer? La réflexion. La loi de la réflexion. Très bien. Le même soir, tu t'es assis, tu dis, ok, ma vie là, il faut que je m'assoie pour planifier ma vie. Parce que sinon, là où ça va, vous avez appliqué la loi de la curiosité. Ok. Donc maintenant, à chaque fois quand vous voyez une formation, une conférence, un livre, vous êtes curieux pour apprendre. Très bien. Qui a pratiqué encore? Qui a pratiqué? Qui a pratiqué quelque chose? La loi de l'ambition. Ok, donc à chaque fois, quand vous voulez faire quelque chose, vous êtes beaucoup plus ambitieux. Vous ne vous limitez plus aux petits résultats. Très bien. Mais je voulais voir si quelqu'un a appliqué la loi de l'intentionnalité. La première loi. Ou bien vous avez sauté cette loi-là parce que ça ne vous arrange pas. Tu as appliqué. Ok. Donc désormais, tout ce que tu fais, c'est de façon intentionnelle. Tu ne te laisses plus guider par les phénomènes de la société. On t'appelle, on te dit, il y a un mariage. Tu dis non. De façon intentionnelle, je décide de faire autre chose qui me permet d'évoluer. En bref, en fait, l'objectif principal de ces formations, vous savez, on ne peut pas entrer dans tout le livre. Moi, je vous ai donné juste quelques points du livre. C'est pour vous pousser à être curieux et à aller lire. Donc, chacun n'a qu'à acheter le livre, les 15 lois inestimables de la croissance, et lire. Ça vous permettra de connaître les autres lois et puis voilà, de les appliquer dans votre vie. Est-ce que c'est bon? Donc, aujourd'hui, on va aborder ensemble là un thème très important. Un thème que beaucoup de personnes n'aiment pas. Quand on parle de vente, tout le monde disparaît. Les gens aiment les formations. Mais quand on parle de vente, on ne voit plus personne. Quand on parle de vente, généralement, on voit directement la difficulté. Quand on parle de vente, on voit directement le rejet, les mépris. Donc, personne n'aime cette thématique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va en parler. Et voici le livre qu'on va développer ensemble. Vendez de Dale Carnegie. Qui connaît Dale Carnegie ici? Vous avez déjà entendu parler de lui? Où ça? Voilà. Exact. Donc, Dale Carnegie, c'est lui qui a écrit le livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Donc, c'est lui qui a écrit le livre. C'est un livre qui a été un best-seller. Jusqu'aujourd'hui, le livre fait partie des livres les plus achetés et les plus lus. Pourtant, c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Et beaucoup de personnes se disaient, est-ce que les principes de Dale Carnegie s'appliquent toujours à notre époque? Bien évidemment, ça s'applique.
quand vous prenez le livre « Comment se faire des amis », vous allez voir que les principes qui sont énoncés dans le livre, aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, c'est ce qu'ils appliquent. Excusez, vous êtes face à la caméra? Voilà. Donc, les principes de Dale Carnegie, ça s'applique même demain. Ce n'est pas parce qu'il a écrit ça dans les années 1900 que ça ne s'applique pas aujourd'hui. Les principes ne changent pas. Peut-être c'est les époques qui changent, mais les principes restent les principes. Et donc aujourd'hui, on va étudier ce livre-là, qui est un livre extrêmement important que j'ai lu, et j'ai trouvé que c'est l'un des meilleurs livres pour apprendre à vendre. Le livre décrit des principes basiques de la vente. Et si vous maîtrisez ces principes, je suis sûr et certain que la vente, ça ne sera plus un problème pour vous. Si vous maîtrisez les principes du livre. Maintenant, le livre n'a pas été écrit par Dale Carnegie. Vous voyez, il y a son nom qui est là, mais ce n'est pas lui qui a écrit. Dale Carnegie a une fondation. Sa fondation, c'est la fondation Carnegie. Donc là-bas, il forme des coachs, des conférenciers, des formateurs, des pasteurs, des leaders et tout ça. Donc son directeur et son cabinet, l'ensemble de ces directeurs, c'est eux qui se sont assis et ils ont décidé d'écrire les principes qu'ils ont appris dans la fondation Carnegie. Donc ils ont mis ça dans un manuel. En fait, c'est les enseignements de Dale Carnegie, mais ce n'est pas lui qui a écrit directement. Ce sont ses directeurs généraux, les personnes qu'il a formées et tout ça. C'est eux qui ont fait, c'est une forme de témoignage de ce qu'ils ont appris et ce qui leur a permis de réussir dans le domaine de la vente. Et ils ont intitulé le livre « Vendez ». Ça veut dire beaucoup de choses. Ils disent « Vendez ». Les amis, il faut vendre. Le livre, regardez le titre, c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai dit « Vendez » avant même qu'on commence. Vendez. Ok, on va vendre ensemble. Alors, donc, on va essayer de parcourir un peu le livre, les principes du livre, et on va apprendre beaucoup de choses. Après, on ne pourra pas développer tout ici. On va juste développer, on n'a que 1h30. On va juste développer quelques principes ensemble. Après, vous allez chercher le livre et le lire. L'objectif, c'est ça. Bon, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, on va partager quelques extraits sur les réseaux sociaux, peut-être 1h, 1h30, je ne sais pas. Là où on doit parler des choses secrètes, on va couper et partager le reste sur les réseaux sociaux. Après, pour les personnes qui veulent suivre nos formations, ils vont simplement nous rejoindre. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Donc, je vais déposer le livre parce que je l'ai déjà préparé et on va aller ensemble. Donc, voilà. Qui peut me donner la définition de la vente selon lui-même? Parfait, regarde ici, s'il y a un pointeur dans mon sac là, si tu trouves un pointeur. Qui peut me donner la définition de la vente? Selon lui, c'est quoi la vente? Selon vous, quand on dit vendre, ça veut dire quoi? Quand on dit vendre, ça veut dire quoi? Ou bien quand on dit quelqu'un vend, ça veut dire quoi? Oui. Vendre, c'est échanger un bien ou un service contre une rémunération. Ok. Qui a autre chose à dire? Vendre, c'est amener une personne à accepter notre solution. Très bien. Convertir une idée en richesse. Très bien. Oui. C'est rendre un service à quelqu'un qui en a besoin. Rendre un service à quelqu'un qui en a besoin. Oui. Résoudre un problème en contrepartie d'une rémunération. Très bien. Oui. C'est une relation de confiance. Très bien. Il y a un mot qui est sorti qui me plaît bien. Une relation de confiance entre deux personnes. Ok. Qui veut dire autre chose? Qui a autre chose à dire par rapport à la vente?
Ou bien c'est bon? En ce qui concerne la définition de la vente, c'est bon? C'est bon? Ok. Oui. Pour moi, vendre, c'est présenter un service ou un produit dans l'intention de l'échanger contre une rémunération. Ok, présenter un produit, un service dans l'intention de l'échanger contre une rémunération. Très bien. Bon, les définitions, ça s'apparente, c'est pratiquement la même chose. De toutes les façons, toutes les définitions que vous avez données sont bonnes. C'est bien. Parce que quand on parle de la vente, en gros, c'est effectivement ce que vous avez dit. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise appréhension de la vente. Beaucoup se disent non, comme je suis salarié, je ne suis pas obligé de vendre. Il y en a qui disent, bon, comme je suis étudiant, je ne suis pas obligé de vendre. Comme je suis telle personne, je ne suis pas obligé de vendre. Je suis directeur, je travaille dans un cabinet, je ne suis pas obligé de vendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle de vendre, automatiquement ils voient quelqu'un dehors en train de proposer un service ou un produit. Quand on dit vendre, ou bien quand on parle de vendre, automatiquement dans leur tête, c'est quelqu'un qui a un produit et puis qui est en train d'échanger ou bien de proposer. Mais il y a quelqu'un qui a donné une définition ici, qui dit que, par exemple, madame a dit la vente, c'est une relation de confiance. C'est le fait de bâtir une relation de confiance. Est-ce que là, elle a parlé de produit? Est-ce que, selon vous, un étudiant qui fait face à un directeur, qui dépose son CV et qui va avoir un emploi, est-ce que cet étudiant-là doit bâtir une relation de confiance? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il vend? Comme quoi? Exact. Donc vous voyez que là, l'étudiant n'est pas forcément venu avec un produit ou un service en tant que tel, mais le simple fait de bâtir une relation de confiance, on va dire qu'il a vendu. Parce que si le directeur a accepté de l'embaucher, c'est que le directeur a eu confiance en lui. On ne peut pas embaucher quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc, lorsqu'on arrive à installer une confiance avec quelqu'un, on l'a vendu. Lorsqu'on réussit à convaincre quelqu'un, on l'a vendu. Ça veut dire que même si un monsieur voit une jolie dame et il décide de faire la cour, et au final, il arrive à convaincre la dame, en réalité, il a vendu. Parce qu'il a réussi à convaincre. Il y a quelqu'un qui a dit ici que la vente, c'est la capacité de convaincre. N'est-ce pas? Vous voyez que le monsieur n'est pas venu avec un produit ni un service, mais il a convaincu la dame à être avec lui. Si la dame a accepté, c'est qu'il a vendu. J'ai raconté une petite histoire dans mon livre. C'était ma petite soeur. Généralement, nous, les fêtes à la maison, on aime fêter à la maison. Les fêtes de Noël. On fête à la maison, les parents, ils dépensent et puis on invite nos amis, ils viennent manger. Donc, il y a eu une année comme ça où ma petite soeur, en fait, elle voulait qu'on sorte. Le papa a demandé, voilà, est-ce que vous voulez qu'on sorte cette année ou bien vous voulez qu'on fête à la maison? Ma petite soeur automatiquement a dit qu'elle veut qu'on sorte. Pourtant, moi, je voulais qu'on reste parce que moi, j'avais déjà invité mes amis à venir à la maison. Je ne pouvais pas aller dire encore que voilà, la fête n'aura pas lieu à la maison. J'avais invité tellement de personnes. Et bon, quand on a commencé à discuter dans les échanges, ma petite soeur a commencé à pleurer. Et donc, le papa dit, il n'y a pas de problème, on va sortir cette année. En réalité, c'est elle qui a réussi à convaincre le papa. Même si elle a pleuré, elle a réussi à convaincre. Donc, on va dire que c'est elle qui a réussi à vendre. Voilà pourquoi je vous dis, que tu le veuilles ou pas, la vente s'impose à toi. Parce que dans tout ce que tu fais, en réalité, tu es en train de vendre. Soit tu vends un produit, soit tu vends un service, soit tu es en train de vendre une idée, ou bien tu es en train de vendre tes aptitudes à quelqu'un. Donc, que tu sois employé, PDG, directeur,
commerçant, qu'importe ton profil, tu dois t'intéresser à la vente. Donc la vente, ce n'est pas fait pour un profil de personnes. Ce n'est pas fait seulement pour les entrepreneurs. La vente, c'est fait pour tout le monde. Parce que la vente intervient dans tous les départements de notre vie. Si tu veux avoir la paix du cœur et que tu veux commencer à réussir tous les départements de ta vie, tu dois accepter et apprendre à vendre. Parce que dans tout ce que tu vas faire, tu seras amené à convaincre quelqu'un. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras amené, même si tu veux draguer une fille, tu seras amené à la convaincre. Tu vas avoir un emploi, tu seras amené à convaincre quelqu'un. Tu veux vendre un produit, tu seras amené à convaincre un client. De toutes les façons, la vente s'impose à toi. Maintenant, Dale Carnegie dit que, à la base, il y a beaucoup de freins psychologiques qui font en sorte que les gens, effectivement, n'aiment pas la vente. Beaucoup de freins psychologiques. Et ces freins psychologiques-là, je les ai cités ici. Regardez un peu. Voici les quelques éléments qui font que les gens n'aiment pas vendre. Les gens n'aiment pas vendre premièrement parce qu'ils ont peur du rejet. Qui a peur du rejet ici? Soyez honnête, hein? Donc ça, c'est un frein psychologique et je dirais que ce n'est pas de votre faute. C'est tout à fait normal d'avoir peur de se faire rejeter. Parce que la peur du rejet, c'est une peur qui a été inculquée en nous depuis des générations. Vous voyez, auparavant, les êtres humains, ils vivaient en clan. Vous voyez, avant, il n'y avait pas les maisons et tout ça. Il n'y avait pas les routes, les voitures, c'était la nature. Maintenant, les êtres humains vivaient en clan. Les gens vivaient en clan. Pourquoi ils vivaient en clan? Parce que si tu ne vis pas avec les gens, tu risques de te faire dévorer par les animaux. Comprenez, non? Donc, la manière la plus simple pour les êtres humains de vivre, c'était de vivre ensemble. Maintenant, dans la société, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, de mal, on le bannit de la société, on le rejette de la société. Et il va aller vivre seul dans la nature. Donc quand il part vivre seul, c'est sûr et certain que les animaux vont l'emporter. Et il va mourir. Parce que c'était impossible de vivre seul. Donc c'est comme ça, les êtres humains ont commencé petit à petit à installer le logiciel de la peur du rejet. Est-ce que vous voyez d'où vient la peur du rejet? La peur du rejet, on n'est pas né avec la peur du rejet. Hein? On est né avec deux types de peur. On est né avec la peur de l'altitude, c'est-à-dire que, vous voyez, même les bébés, les animaux ont cette peur. Quand tu le déposes en haut, il a peur de tomber. Tout le monde est né avec cette peur. La peur de l'altitude. Qu'importe la personne que vous allez mettre en altitude, qu'importe l'être vivant, animaux, que vous allez mettre en altitude, il ne va pas accepter de tomber. Même s'il ne réfléchit pas, il a peur de tomber. Ça, c'est une forme de peur avec laquelle on est né. Mais en fait, on n'est pas né avec la peur du rejet. La peur du rejet, ça a été installé dans le logiciel depuis des générations. Et on a évolué, on a grandi avec cette forme de peur. On a grandi avec ça encore et encore et encore. Et finalement, comme ça s'est transmis de génération en génération, ça fait que moi, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui va à l'encontre des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose, moi aussi je veux le faire. Par exemple, tout le monde va à l'école. Moi aussi je ne veux pas me faire rejeter par les autres. Je vais aller à l'école. Tout le monde est salarié. Moi aussi je vais aller faire les concours de l'État. Pourquoi je vais être différent des autres? Je sais que si je commence à être différent des autres, on va me rejeter. Et comme j'ai peur du rejet, je veux faire comme les autres. Même si les autres ne sont pas sur le bon chemin, moi je veux faire comme les autres. Voilà pourquoi les vendeurs comprennent ça. Vous voyez, souvent les vendeurs utilisent ça. Regardez, dans des pays, souvent pour amener les personnes à consommer beaucoup le carburant. Le gouvernement peut sortir dire, ah, dans 3 jours, peut-être qu'il y aura pénurie d'essence. Donc, Haya, l'information est passée, préparez-vous.
Quand on voit 10 personnes alignées, en fait, c'est un biais psychologique. Quand on voit 10 personnes alignées, tout le pays pratiquement s'aligne. En réalité, ce n'est pas qu'il y a pénurie d'essence, mais c'est la preuve sociale que les gens sont alignés là. C'est ça qui fait que quand toi-même tu passes, tu vois les gens, ça te donne envie aussi d'aller t'aligner. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce n'est pas qu'il y a pénurie, hein, mais tu veux aller parce que les autres font. Il y en a, quand je vends les livres, moi je comprends ça. Je sais que les êtres humains veulent faire ce que les autres font. Quand je dis, qui sont les personnes qui veulent le livre? Mon objectif, c'est que 5-10 personnes lèvent la main. Je sais que si 5-10 personnes lèvent la main, je vous assure que d'autres personnes, même s'ils ne voulaient pas acheter, ils vont juste lever la main parce que les autres ont levé la main. C'est psychologique. Par exemple, je dis, qui sont les personnes qui veulent rejoindre la méthode phare? Quand il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui lèvent la main, les autres vont lever la main. Parce que les êtres humains veulent toujours faire ce que les autres font. Ils ne veulent pas être rejetés par les autres. Ils ne veulent pas se dire, ah, pourquoi c'est moi je vais prendre la première décision? Et si je prends la première décision, et si les autres me rejettent? Donc j'attends à ce que les autres d'abord font. Quand les autres vont lever la main, moi aussi je vais lever la main. Parce que je ne veux pas que les gens me rejettent. Donc la peur du rejet est une peur qui a été ancrée en nous depuis notre naissance. C'est devenu génétique. Parce que nos parents, nos grands-parents ont eu cette forme de peur. Donc ça s'est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, cette peur-là, ça s'est amplifié avec l'école, à la maison. À l'école, on te dit, ne fais pas de bruit en classe, évite de parler en classe, sinon on te rejette de la salle. On va te faire sortir. La punition principale des professeurs, c'est te mettre dehors. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc tout ça, on ne sait pas, mais c'est un logiciel qu'on crée dans la tête des enfants. Depuis, en fait, notre bas âge, à la maison, on dit, si tu prends une grossesse, tu viens ici, on te bannit de la famille. Donc la peur du rejet fait en sorte que, il faut que je fasse attention. Et la forme de peur qui a créé le plus de mal dans ce monde, c'est la peur du rejet. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gagner de l'argent. Parce que lui-même, il ne sait pas que le fait d'aller dire, par exemple, à telle personne, je vends tel livre, je sais pertinemment que la personne peut ne pas vouloir mon livre. Mais ça me fait bizarre de me lever, aller lui présenter mon livre. Parce que je me dis, est-ce qu'il ne va pas me regarder bizarrement? Est-ce qu'il ne va pas m'insulter? Est-ce qu'il ne va pas mal me parler? Donc, cette peur-là fait que je ne veux pas devenir un vendeur. Je préfère rester dans mon coin parce que je ne veux pas que les gens me rejettent. Et si vous avez cette forme de peur, vous ne pouvez pas devenir un vendeur. Effectivement. Vous allez galérer toute votre vie si vous avez cette forme de peur. Moi, depuis que j'ai compris ça, j'ai su que tout le monde ne va pas accepter ce que je vends. Tout le monde ne va pas accepter mes produits. Tout le monde ne va pas accepter mes services. Mais l'essentiel est que je vais toujours continuer à te parler de mon produit et de mes services. Parce qu'il faut que je vende pour vivre. De toutes les façons, même Dieu, tout le monde n'accepte pas Dieu. Est-ce que tout le monde accepte Dieu? Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà, il y a des athées. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais comment le Créateur lui-même? Il y a des humains qui ne croient pas en lui. Et puis moi, je vais vouloir que tout le monde accepte ce que je vends et que personne ne me rejette. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est bizarre. Donc toi-même, tu es supérieur à Dieu, quoi. Dieu lui-même qui nous a créés là. Il y a des gens qui le rejettent. Il y a des gens qui rejettent Dieu qui nous a créés. Et toi, tu ne veux pas que les gens te rejettent. Pourquoi? Quand tu rentres dans une salle, tu veux présenter ton opportunité. Mon ami, les gens vont te rejeter, que tu le veuilles ou pas. Quand tu as un produit, tu commences à présenter ton produit à des gens. Que tu le veuilles ou pas là, les gens vont te rejeter. Ils vont mal parler de toi. C'est obligé, c'est comme ça. Donc c'est une barrière psychologique que tu dois briser pour commencer à avancer dans ta vie. Parce que si tu restes avec cette peur-là,
ce n'est pas bon pour toi. La deuxième forme de peur, c'est le manque de confiance en soi. Cette forme de peur, c'est l'une des peurs qui empêche 99,9% des personnes de vendre. Vous voyez, si tu n'as pas confiance en ce que tu vends, les autres ne pourront pas avoir confiance en ce que tu vends. Ça veut dire que d'abord toi-même, quand tu vends un produit, vous voyez par exemple ce livre, si je veux que tout le monde achète ce livre, tout le monde va l'acheter. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même j'ai déjà consommé le livre. Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai lu. Et je suis en train de faire un peu le résumé du livre, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous donne, déjà, ce que j'ai partagé là, est-ce que ça vous donne l'envie d'aller lire le livre? Vous voyez que je ne vous force pas pour acheter. Mais vous avez déjà confiance parce que je vous ai donné quelques éléments du livre. Moi, c'est comme si je fais un témoignage de ce que j'ai lu dans le livre. Et le problème, c'est que vous vendez généralement des produits ou des services que vous ne consommez pas. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un, la personne sent. Parce que toi-même, dans ton explication, en fait, on ne voit pas là où... On ne voit pas l'intérêt du produit. Mais regardez, quand toi-même tu consommes un produit et que tu en parles, tu es fier. Parce que je sais que ce livre-là, je le connais. Je sais ce qui est à l'intérieur. Et je sais que ça m'a déjà aidé dans ce que je fais. Et quand je dis à quelqu'un, c'est sûr et certain que la personne va avoir confiance. Vous ne pouvez pas vendre quoi que ce soit à quelqu'un si vous n'avez pas confiance en vous. Vous devez noter ça. Confiance en vous, c'est avoir confiance en ta capacité de convaincre. Si tu n'as pas confiance en toi-même, les autres n'auront pas confiance en toi. Je vous ai dit la dernière fois à travers la formation, on a parlé de la loi du miroir. Je vous ai dit, allez-y à la maison. Qui a fait l'exercice? Tu te regardes dans un miroir, voilà, tu te regardes dans un miroir, et puis tu dis non, ce monsieur-là, il a un potentiel. Hein. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est là pour aider, et c'est quelqu'un qui va réussir. Là, tu as confiance en toi. Et moi, quand je viens devant les gens, ou quand j'essaie de vendre quelque chose à quelqu'un, la première des choses qui m'arrive, c'est la confiance en moi. J'ai tellement confiance en moi. Certains penseront que c'est de l'arrogance. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est l'une des choses qui font en sorte que les gens m'écoutent. Parce que si tu viens devant les gens et qu'on sent que toi-même tu n'as pas confiance en toi, personne ne va t'écouter. La première des choses, tu dois avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en toi quand tu es devant quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur des gens. C'est des êtres humains comme toi. Président, ministre, député, milliardaire, toute personne devant toi, parle-lui comme si c'était ton ami. C'est des êtres humains. Le gars, il chie comme toi. Il a des problèmes comme toi. Et puis tu as peur de lui. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y en a qui ont peur parce que non, les autres ont plus d'argent. Ils ont peur parce que les autres sont plus âgés. Non, nous sommes tous des êtres humains. Ce corps-là, c'est juste la chair, c'est une matière. Sinon, énergétiquement, nous sommes pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus que l'autre. Donc, si vous voulez vendre, vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez aussi avoir confiance en ce que vous vendez. Si vous n'avez pas confiance en votre produit, n'essayez pas de le vendre. Parce que là, vous n'êtes plus un vendeur, vous êtes quelqu'un qui manipule négativement et vous êtes un escroc. C'est un escroc qui vend un produit auquel lui-même il ne croit pas. C'est-à-dire que si moi je viens vous parler de ce livre et puis moi-même je ne crois pas au principe du livre, je suis un escroc, un vrai escroc. L'escroc, c'est quelqu'un qui vend quelque chose auquel il ne croit pas. Et pour croire en tes produits, toi-même consomme. Consomme d'abord pour voir est-ce que c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que toi-même tu consommes ce que tu vends? Tu vas voir que quand toi-même tu vas parler, tu seras à l'aise parce que toi-même tu vis l'expérience de ce que tu vends. Le manque de confiance en soi, c'est l'une des choses qui empêche beaucoup de personnes de vendre. Et c'est une barrière psychologique. Troisième barrière psychologique, c'est le manque de stratégie.
Oui. Le manque de confiance en soi, est-ce qu'il est forcément dû au fait qu'on est du statut de l'autre ou du fait qu'on n'est pas confiance en soi-même? Moi, je dirais peut-être que j'ai ajouté l'inexpérience dans le domaine. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois vendre des produits pour les je n'ai pas d'expérience. Est-ce que ça peut m'amener aussi à ne pas avoir confiance en moi? Oui. Voilà. Effectivement, voilà pourquoi je vous dis que l'expérience vient quand toi-même tu pratiques. On ne peut pas être expérimenté quand on n'a pas essayé. L'expérience vient en essayant. Voilà pourquoi quand toi-même tu consommes les produits, même si tu n'es pas expérimenté d'une manière, toi-même quand tu vois les résultats du produit, ça te donne la confiance. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'une des manières, parce qu'en fait pour avoir l'expérience, il te faut du temps. Mais l'une des manières les plus efficaces pour avoir tout de suite confiance en ce que tu vends, c'est de consommer. Si c'est un livre, lis le livre pour voir. Est-ce que toi-même là, le livre est-ce que vraiment ça t'a aidé? Le produit que tu vends, est-ce que vraiment le produit là, toi-même quand tu as consommé, tu as vu l'effet? Mais quand tu vois l'effet, tu n'as plus peur de parler du produit. Parce que quand tu viens parler, tu vas dire non, toi tu es ignorant parce que tu n'as pas consommé. Moi je te parle de mon expérience parce que j'ai consommé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y a le manque de stratégie. Là, tu peux peut-être manquer de stratégie. Le manque de stratégie peut amener le manque de confiance. Il y a certaines personnes, ils veulent vendre, mais ils ne connaissent pas les techniques de vente. Parce que ici, Dale Carnegie dit que c'est vrai, vous pouvez avoir un bon produit, un bon service, mais la vente, c'est aussi la maîtrise d'un certain nombre de stratégies. Et quand tu ne maîtrises pas les techniques, les stratégies de vente, tu ne seras pas efficace par rapport à quelqu'un qui maîtrise. Je crois que c'est la deuxième partie. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, la deuxième partie. Vous voyez? Le processus. Le processus de la vente. C'est-à-dire que la vente, toute vente doit suivre un process. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis venir essayer de vendre un produit. Non, 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 non. Il y a un process que tu dois suivre. Maintenant, quand tu n'as pas ce process en tête, ça peut créer effectivement un manque de confiance. Moi, j'ai des programmes de formation que je vends, j'ai des livres que je vends. À chaque fois quand je sors pour vendre mes livres, en fait, ce qui me donne confiance, je connais le process. En fait, je sais quelles sont les étapes que je dois suivre pour que mon livre ça sorte. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je connais les étapes à suivre pour que mon livre ça sorte. Donc, quand je suis les étapes, il y a la confiance. Il y a la confiance qui est là. Et le manque de stratégie, la stratégie, on va voir ce soir quelques stratégies, quelques étapes de la vente pour que lorsque vous faites face à quelqu'un, un interlocuteur, un client, un prospect, que vous sachiez exactement comment faire pour que la personne puisse acheter le produit. Et ça s'apprend. On n'est pas avec ça. Ça s'apprend. C'est bon? Le dernier point, et c'est le point le plus important. Le dernier point, les gens n'aiment pas vendre parce que les gens ont peur des objections. Les gens ont peur que le prospect ou bien le client leur dise « Je te reviens plus tard. Ah, ton produit là c'est cher, hein. Est-ce que tu peux réduire un peu le prix ?» Non, je vais aller en parler à ma soeur, à ma cousine, à mon petit chien à la maison. Non, 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 ton produit là, moi j'ai déjà vu des produits comme ça, je ne suis pas trop intéressé. Ces produits-là, je ne fais pas trop confiance. J'ai déjà même consommé vos produits là, je n'ai pas eu de résultat. En fait, les gens ont peur de la réaction des prospects ou des clients. Et ça, c'est une barrière psychologique qui va empêcher beaucoup de personnes à vendre. Il y a beaucoup de vendeurs qui s'arrêtent lorsque le prospect leur dit « Je te reviens plus tard ». Ou bien il y a beaucoup de vendeurs qui ne savent plus quoi dire lorsque le prospect leur dit « Est-ce que tu peux faire une réduction ?» En fait, ils sont bloqués. Donc tout ça, c'est des barrières psychologiques qui font que les gens n'aiment pas la vente. Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à quelqu'un qui va me dire « Non,
Tout le temps, quand moi je suis devant les gens, ils me disent de faire une réduction, ils me disent que mes produits là sont chers, est-ce que je peux faire une... Vous voyez, non? Je vais aller en parler à ma femme, non, les produits... Vous voyez, ça c'est un frein psychologique. C'est psychologique. Et tant que tu ne dépasses pas ça, tu ne peux pas devenir un bon vendeur. La vente, la vraie vente, commence lorsque le client te dit non pour une première fois. C'est en ce moment que la vente commence. La vente commence lorsque le prospect te dit non. C'est là que la vente commence. En réalité, si tu tombes sur quelqu'un qui achète tout de suite ton produit, ne pense pas que tu es un bon vendeur. Tu es juste tombé sur quelqu'un qui est dans l'urgence pour acheter un produit. Ça ne veut pas dire que tu es un bon vendeur. Parce que les statistiques ont démontré qu'il y a 3% des prospects que tu vas chercher, que ce soit sur Internet, physiquement, il y a 3% de ces personnes qui sont dans l'urgence pour avoir le produit. Donc quand toi tu tombes sur ces personnes qui achètent tout de suite ton produit, ne crois pas que tu es un bon vendeur. Le bon vendeur, c'est celui qui peut amener un client qui a dit non à dire oui. Et le livre explique que la raison principale pour laquelle les gens font des objections, soit ils disent le prix est trop cher, est-ce que tu peux faire une réduction, je vais en parler à ma femme, etc. La raison principale pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. 80% du livre, c'est sur la confiance. Et donc tout ce que nous allons voir jusqu'à la fin, c'est comment installer un climat de confiance avec le prospect pour qu'il puisse acheter notre produit ou notre service facilement. Si quelqu'un n'achète pas ton produit parce qu'il te dit que lui, le prix est trop cher, ou bien lui, il va d'abord en parler à sa femme ou à son mari, ne pense pas que c'est une réalité. La vraie réalité, c'est qu'il ne te fait pas confiance. C'est ça la vraie réalité. Maintenant, la confiance, c'est à plusieurs niveaux. Il peut ne pas te faire confiance, comme il peut ne pas faire confiance en ton produit. Peut-être que ton produit, là, il n'est pas trop sûr que ton produit va l'aider à atteindre son objectif. Par exemple, moi, je pèse 100 kilos. Je veux un produit minceur. Bon, toi, tu viens sur Internet, tu me vois, tu me dis que ton produit permet de perdre du poids. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? En fait, je peux ne pas avoir confiance en ton produit. On va bien discuter. Après, je vais te dire non, je vais te revenir demain ou bien à la fin du mois. Tout ce qui vous dit je te reviens à la fin du mois, c'est des menteurs. C'est faux. Il n'y a pas de confiance. Voilà pourquoi il dit fin du mois. Il va dire non, je n'ai pas l'argent d'abord, mais d'ici la fin du mois, je te reviens. C'est faux. Il n'a pas confiance simplement en toi. Il va se dire, le produit que toi tu veux me vendre là-haut, qu'est-ce qui prouve réellement que si moi je prends ce produit-là, je vais perdre le poids que je veux perdre? Donc je vais aller réfléchir. Peut-être même je vais aller faire d'autres recherches. Vous voyez, non? Quand il te laisse, il s'en va encore cliquer sur la publicité d'une autre personne. Ou bien quand il voit le produit à quelque part d'autre, il demande encore des... En fait, il passe son temps à demander. Parce qu'en fait, il est à la recherche de la confiance. Il n'a pas un problème d'argent. Ils n'ont jamais de problème d'argent. Ils ont toujours un problème de confiance. Quand quelqu'un n'a pas acheté un produit avec toi, ne pense même pas que c'est un problème d'argent. C'est justement un problème de confiance. Imagine, toi tu lances une publicité en Côte d'Ivoire et quelqu'un te contacte et tu veux qu'il fasse un dépôt de 200 000. Je ne sais pas si tu vois un peu comment c'est difficile. Est-ce que toi-même tu vas accepter de faire ça? Est-ce que toi-même tu vas accepter de déposer 200 000 francs à un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas? C'est difficile. Mais tu vas le faire si tu as confiance en lui. En fait, la seule chose qui va te pousser à le faire, c'est la confiance. Sinon, regardez avec les arnaques, les escroqueries sur Internet, c'est normal que les gens aient peur de dépenser de l'argent pour acheter les produits. Et voilà pourquoi Carnegie dit que la vraie vente commence lorsque vous arrivez à installer un climat de confiance. Il peut aussi ne pas avoir confiance en ton entreprise. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui n'ont pas une bonne réputation. Donc, si ton entreprise n'a pas une bonne réputation, les gens peuvent ne pas acheter
ton produit ou bien ton service. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils vont te dire, je te reviens plus tard, parce qu'ils n'ont pas confiance en ton entreprise. Quand tu dis, ah, c'est les produits de telle société que tu vends. Ah, ok, je vais te revenir après. Il va te dire automatiquement, c'est telle société, je vais te revenir après. Automatiquement, tu sais qu'il a un problème avec la société. Il n'a pas un problème avec le produit, il n'a pas un problème de prix, il n'a pas un problème d'argent. C'est la société le problème. Maintenant, ici, notre exposé, ça va porter sur la confiance. Regardez un peu ce que j'ai écrit. Toute vente réussie passe d'abord par une relation solide de confiance. Si vous n'avez pas été capable d'installer un climat de confiance avec les gens, n'essayez pas de les vendre parce que vous n'allez pas pouvoir. Tant que vous n'êtes pas sûr et certain que la personne avec laquelle je discute me fait réellement confiance et a réellement confiance en mon produit et même en mon entreprise, si vous essayez de vendre, c'est peine perdue. Parce qu'il va vous dire qu'il va vous revenir après. Ou bien il va vous dire que c'est cher. Il va vous dire non, j'attends la fin du mois, j'attends mon salaire. Si vous n'avez pas réussi une vente, ce n'est pas parce que votre produit est mauvais, mais c'est parce que vous n'avez pas réussi à installer la confiance avec le prospect. N'allez pas chercher loin. Il y a plusieurs techniques qui vous permettront de le faire. Et moi, depuis que j'ai compris ça, en fait, j'ai arrêté de trop parler de mon produit, de trop mettre en avant mon produit et tout ça que je vends. Et j'ai commencé à travailler pour que les gens puissent me faire confiance. Je travaille. En fait, tout mon travail là, tout le travail que moi je fais, quand je me lève sur l'année, tout le travail que je fais, c'est pour avoir la crédibilité, la confiance des gens. C'est tout mon travail. Moi, je veux te vendre une formation. Je ne vais jamais venir te dire, ah, j'ai des formations à vendre. Je fais une affiche, formation 25 000, 50 000 ou bien 100 et quelques mille. Je sais que tu ne vas pas acheter. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que tu puisses acheter? C'est simple. Je trouve un moyen pour que tu puisses avoir confiance en moi. Moi, voici ce que je fais. Je crée une chaîne YouTube, TikTok, Facebook. Je donne des formations là-bas gratuites. Donc, tu te connectes, le genre de formation, tu suis gratuitement. Après, je viens te dire, ah, j'ai des formations en vente. Si tu veux pousser, aller plus loin, et tu veux mon accompagnement, la formation coûte 200 000. Tu n'auras pas de problème pour me payer 200 000. Je vous assure. Les gens n'ont pas de problème pour moi payer. Il n'y a pas ce jour où je ne vends pas de formation. Il n'y en a pas. C'est les gens même qui courent pour acheter. Allez-y voir mes vidéos YouTube. C'est les gens qui viennent dans les commentaires. Ah, on cherche un numéro sur lequel on peut acheter votre formation. Est-ce que vous pouvez nous donner les contacts de votre secrétaire? Voyez, non, c'est les gens eux-mêmes qui viennent. Parce que le gars, il a regardé 50 vidéos, 100 vidéos, où le gars a démontré réellement qu'il maîtrise la vente. Donc, la confiance est installée. La confiance aussi, souvent, ça s'installe avec le temps. Qui fait confiance à Coris Bank? Pourquoi? C'est déjà le temps qu'ils ont mis sur le longtemps. Ils sont sur le marché à déjà longtemps. Oui. Et ils ont développé beaucoup de perspectives pour vraiment satisfaire la clientèle. La raison pour laquelle vous avez confiance, c'est parce qu'ils ont duré sur le marché. S'il y a une nouvelle banque qui est créée tout de suite, vous allez avoir peur d'aller déposer. Vous n'allez jamais accepter récupérer votre argent chez Coris Bank, aller déposer dans cette banque. Parce que vous allez vous dire, elles viennent d'arriver tout de suite comme ça. Ils n'ont pas encore fait leur preuve. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas fuir avec notre argent? Il y a des banques qui sont parties en faillite. Donc vous voyez que quand vous durez dans le temps, la confiance s'installe naturellement. Qui connaît boulangerie ou un compta? Quand tout le monde se lève, même si tu viens avec une boulangerie qui fait des pains super, comment, les gars vont toujours te dire
les meilleurs pains sont fabriqués par la boulangerie Wen Conta. Parce qu'ils voient boulangerie Wen Conta depuis des vingtaines d'années. Vous voyez un peu? Donc, tout est basé sur la confiance. Les gens n'ont pas de problème d'argent. Ne vous flattez même pas. Et si vous faites ça, si vous comprenez ça, et vous commencez à vraiment mettre la confiance devant tout, vous allez voir que la vente ne va plus être un problème pour vous. Moi, dans mon activité, j'ai recruté plus de 1000 personnes sur 2 ans. Mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas recruter 20 personnes sur 2 ans. Pourquoi? Parce que dans la salle, en fait, les gars ne viennent pas parce que tu leur proposes quelque chose, mais c'est parce qu'ils ont confiance en toi qu'ils viennent. Je sais que c'est la confiance qui attire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle là, qui a déjà vu 10 de mes vidéos YouTube. Ou bien quelqu'un qui a déjà acheté mon livre. Ou bien quelqu'un qui... En tout cas, il y a quelque chose à quelque part. Il y a une confiance. Et c'est ça qui fait que le gars il se lève, il vient à mon événement. Quand je vends quelque chose, il achète. Quand je le recrute dans mon équipe, il vient. Tout est basé sur la confiance. Même si je dis 1 million, il y en a qui viennent. Parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de confiance. Puisque le gars va se dire, si je dois venir dépenser 1 million et que le gars peut me faire gagner 1 million par mois, c'est un bon deal ou bien ce n'est pas un bon deal? Vous voyez qu'en fait, c'est un bon deal. Ce n'est pas l'argent à la base. Ce n'est pas ce que je dépense à la... Moi, quand j'ai connu Justin, il a vendu sur le champ une formation à 250 000. Je n'avais pas l'argent sur le champ. Mais Justin voulait que toutes les personnes qui veulent s'inscrire payent sur le champ. On était 200. Il y a 8 personnes, il y a 7 personnes qui avaient payé la formation. 250 000. C'était une formation crypto. En fait, moi, je n'avais pas d'argent. Mais sur le champ, j'ai appelé, j'avais un restaurant qui roulait. J'ai appelé au restaurant, j'ai dit de récupérer tout le chiffre d'affaires. Ils disent, demain, on ne va pas ouvrir si on fait ça. J'ai dit, envoyez l'argent, demain, n'ouvrez pas. Oui, je l'ai fait. Et ça ne valait même pas 250 000. J'ai récupéré l'argent là-bas et je me suis encore endetté le même jour, complété à 250 000 pour acheter la formation de Justin en crypto. C'était à la perle. Il y a certaines personnes qui ont participé. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça fait 1 an que je le suis. En fait, je le faisais confiance avant même qu'il ne soit dans la salle. Donc, qu'importe ce qu'il vend, moi, je suis prêt à payer. L'argent n'est plus un problème. En fait, quand les gens commencent à vous faire confiance, l'argent, ils vont trouver l'argent pour acheter. L'argent là, ils vont trouver pour acheter. Mais quand il ne te fait pas confiance, tu ne le motives même pas à aller trouver une solution. Puisque l'argent est disponible, l'argent est là. Même s'il n'a pas l'argent en poche, il va aller prendre crédit, venir acheter ton produit. Mais ce n'est pas mal, parce que tu lui vends un produit pour résoudre un de ses besoins. Ce n'est pas un problème. Par exemple, est-ce que c'est un souci que tu t'endettes pour acheter ce livre? Non. Parce que peut-être tu as un problème de vente, tu vas acheter le livre à 10 000. Bon, tu vas aller t'endetter, tu n'as pas 10 000. Ok, tu t'endettes à 10 000, tu viens acheter le livre. C'est bien. Parce que quand tu vas le lire, ça te permettra d'augmenter ton chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, les gens vont trouver toujours une solution pour acheter vos produits et vos services s'ils ont confiance en vous. Et s'ils n'achètent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Tout le livre est basé sur ça. La confiance, ça peut être, j'ai appelé le prospect. Dans la discussion, je n'ai pas bien expliqué le produit, je n'ai pas bien expliqué la pathologie. Le gars, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc tout ça, ça peut faire, le gars là va dire, est-ce que lui là, il connaît vraiment son domaine? De toute façon, il est en train de tâtonner là. Quand il parle, il bloque. Lui-même, il ne connaît pas très bien le nom des produits. Il est en train de mélanger un peu. Est-ce que lui là, il connaît? Je vais lui dire, ok, je vais te revenir après. Inconsciemment, le prospect te dit, ah, ok, d'accord. Oui, non. Non, la fin du mois seulement, je vais t'appeler pour prendre. Fin du mois, tu l'appelles, son numéro ne passe pas. Mais c'est la confiance qui a fait qu'il a fui. Rien d'autre. Alors maintenant, on va voir dans le livre comment établir
une bonne relation de confiance avec les gens. Le livre a expliqué 3 principes pour établir une bonne confiance avec les gens. Comment établir une bonne confiance? Comment établir une confiance avec les gens? Alors, la première des choses, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, vous devez être honnête et puis intègre. Ça, c'est factuel, hein? Tout le monde le sait. Maintenant, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi je dis ça? Je dis ça pas parce que quand tu essaies de vendre, tu ne vends pas avec honnêteté. En fait, tu peux essayer de vendre ce produit avec honnêteté et sincérité à quelqu'un. Mais moi, je ne parle pas de cette honnêteté et sincérité avec laquelle... C'est vrai, tu essaies de l'aider, je sais. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de toi-même, ton caractère personnel. Est-ce que toi-même, dans la vie quotidienne, tu es honnête? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu as le caractère de l'honnête? Ou bien toi, tu es quelqu'un... tu aimes parler derrière le dos des gens. Les femmes là, surtout. Est-ce que tu aimes parler quand ta copine n'est pas là, tu es avec une autre copine, tu critiques la copine qui est de l'autre côté. Tu dis, ah, son gars là même, il n'est même pas joli. Je ne sais même pas pourquoi elle est partie sortir avec ce gars. Et toi, tu es quelqu'un, tu aimes parler derrière le dos des gens. Le voisin a acheté une nouvelle voiture. La voiture n'est même pas jolie. Lui-même, il n'a même pas de goût même. Vous voyez, ça c'est un comportement que vous avez et ça affecte les ventes que vous faites. La vente, c'est d'abord personnel. Ce n'est pas le produit que tu vends. Si vous voyez quelqu'un réussir, allez-y, regardez son histoire. Vous allez voir, je vous assure, regardez un peu ceux qui réussissent. Vous allez voir que, honnêtement, moi je vois dans notre activité ceux qui réussissent, ils sont loyaux, ils sont honnêtes, ils sont gentils. La plupart. En fait, de façon naturelle, même quand tu prends... Moi, je prends un exemple. Lauriane, ma grande sœur. Avant même qu'elle ne me rejoigne, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est honnête, qui ne mâche pas les mots. En fait, elle n'est pas là pour te cacher, parler derrière, elle te dit clairement les choses. Donc, c'est un caractère que vous devez avoir. Quand je dis l'honnêteté, en fait, le problème, c'est quoi? Si, au fond, tu n'es pas quelqu'un d'honnête, par exemple, toi, tu n'aimes pas sourire avec les gens. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas sourire avec les gens. Quand quelqu'un parle tout le temps, lui, il boude. La pauvreté, lui, il est fâché tout le temps. Vous voyez ça? C'est une attitude, c'est un comportement qui se ressent dans les ventes que vous faites. Beaucoup de personnes pensent que leur problème au niveau de la vente, c'est extérieur. Mais en fait, Dale Carnegie dit que le problème d'abord est intérieur en nous. Et il faut qu'on résout le problème à l'intérieur avant de chercher à résoudre le problème à l'extérieur. Quand tu vas commencer à être une personne généreuse, tu vois les gens, tu souris avec tout le monde, tu es honnête avec tout le monde, tu ne parles pas derrière les gens, tu complimentes les gens. Il y en a, ils ont un caractère très mauvais. Quand les gens parlent, ils les coupent. Il ne veut pas que les gens parlent. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de personnes, non? Quand quelqu'un commence à parler, il le coupe. Il veut tout le temps qu'on l'écoute. Ça, c'est un caractère qui se ressent dans les ventes que tu fais. Parce que dans la vente, tu dois laisser le client se confier à toi. L'objectif principal d'un vendeur, c'est d'écouter beaucoup ce que le prospect, le client, il dit et de chercher une solution pour l'aider. Mais si toi-même, dans ton caractère personnel, tu es quelqu'un habitué à couper la parole aux gens. Quand quelqu'un parle, toi tu coupes, tu veux parler. Quand il parle, tu coupes, tu veux parler. Ça va se ressentir dans les ventes que tu fais. Parce que tu ne vas pas laisser ton client parler. Quand tu vas prendre ton téléphone, oui, allô, oui, bonjour, voilà, donc vous savez, voilà, tel produit, et toi tu es là, tu parles. Tu ne veux pas que le prospect parle. Parce que intérieurement, toi-même tu es comme ça. Intérieurement là, toi-même tu n'aimes pas quand les gens se confient, quand les gens parlent. Tu veux tout le temps te mettre au-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la première étape de la confiance,
ça commence par l'intégrité, l'honnêteté. C'est-à-dire que ce que vous vendez, d'abord, c'est la confiance. Vous ne vendez pas le produit, vous ne vendez pas le service, c'est la confiance que vous vendez. Et ça commence par développer un caractère d'honnêteté. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas vendre. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas vendre. La raison pour laquelle vous avez confiance en certaines institutions ou certaines personnes, c'est parce qu'ils ont été honnêtes. Vous voyez que non, il n'a jamais arnaqué quelqu'un. Ça fait 20 ans que le gars il est là. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il a arnaqué quelqu'un. C'est l'honnêteté. Vous voyez, non? Et c'est l'intégrité. Parce qu'à chaque fois quand tu viens dans son entreprise, il te traite bien. Donc, traitez bien les gens. Soyez honnête vous-même dans la vie. Souvent, ne partez pas chercher le problème. Souriez avec les gens. Quand vous appelez quelqu'un, demandez, peut-être si vous connaissez son nom, prononcez son nom. Dale Carnegie, pour les personnes qui ont lu le livre « Comment se faire des amis », vous avez vu qu'il y a ça là-dedans. Il dit que quand tu veux saluer quelqu'un, tu connais son nom, tu le salues par son nom. Tu dis oui, salut Awa, comment tu vas? Mais quand tout le temps tu appelles, tu dis salut, oui, comment ça va? En fait, inconsciemment, tu es en train de faire mal à la personne. Parce que la personne veut que tu l'appelles par son nom ou son prénom. Voilà pourquoi Dale Carnegie dit, retiens le nom des gens. Fais des efforts pour retenir le nom. À chaque fois quand tu as affaire à quelqu'un, appelle-le par son nom ou son prénom. Il va se sentir vivant. Les gens aiment quand vous les appelez par leur nom. Parce qu'en fait, il se sent important. Il va dire, ah, comment il a fait pour retenir mon nom? Ça veut dire que je suis important pour lui. Vous voyez un peu, non? S'il a retenu mon nom, c'est que je suis important pour lui. Et donc, si vous appelez un prospect directement par son nom, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les réseaux de téléphonie, là, je crois que c'est Orange, les agents là. Quand ils t'appellent, oui, bonjour, monsieur Méda, comment vous allez? Vous voyez, non? Quand on t'appelle monsieur Méda, automatiquement, tu commences à bomber la torse. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie de l'intégrité, de l'honnêteté, de cette température, cette chaleur humaine que vous bâtissez avec les gens. C'est ça qui est important dans la vente. La vente, c'est pas le produit là. Hein. Non. Toi, tu pars à un entretien d'embauche, tu ne souris pas. Tu t'assois, le directeur te regarde, tu menaces le directeur. Parce que toi, tu n'aimes pas sourire. Non, non, c'est pas bon. Tu pars, il y a des exercices pour sourire. Il y a des gens qui n'aiment pas sourire. Hein. Il y a des exercices pour ça. Et ils sont tout le temps fâchés. Ils sont tout le temps énervés. Et ça va se sentir dans les ventes. Si vous avez remarqué, quand vous appelez quelqu'un qui dormait, vous savez, s'il dormait. Parce qu'à la base, la vente, c'est une énergie. Quand tu parles à quelqu'un, s'il dormait, tu sais. Donc, tout ce que tu as comme comportement là, il faut savoir que les autres savent. Même s'ils ne disent pas, en fait, inconsciemment, ça les affecte. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à vendre. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à installer un sentiment de confiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis quelqu'un là. Quand je t'appelle, on ne se connaît pas, tu n'es pas souriant avec moi, tu commences à me parler comme si c'était la bagarre, moi ça me fait mal. Je ne sais pas si certains ici, ça vous fait mal. Je me rappelle, je vais taire le nom parce que peut-être la personne va suivre la vidéo. On devait louer une salle à Ouara ici. Il y a une dame qu'on appelle pour louer la salle. On était dans la voiture, on était un peu nombreux, plus quand même était là. On appelle la dame, oui, allô? Oui, là, oui, si vous voulez avoir la salle là, il faut venir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça, ce n'est pas un problème, en réalité. Elle n'a pas de problème avec moi. Mais sa personnalité là n'est pas bonne. Et donc, ça fait qu'elle rate beaucoup de ventes. Si c'était quelqu'un qui s'emporte vite, la personne allait vouloir faire la bagarre. Vous voyez, non? Et finalement, elle allait perdre un client. Simplement parce que toi, quand tu appelles les gens, tu n'aimes pas sourire. Deuxième niveau. Le deuxième niveau pour installer la confiance avec les gens,
c'est ce qu'on appelle la capacité. La capacité, c'est votre crédit. Bon, en d'autres termes, la crédibilité. Vous devez être crédible aux yeux des gens. Les gens n'achètent pas des produits ou des services avec des personnes qui ne sont pas crédibles. Si vous n'êtes pas crédible aux yeux de quelqu'un, il n'achète pas votre produit. Maintenant, la crédibilité, comme je vous l'ai dit, ça se bâtit avec le temps. Voilà pourquoi quand vous êtes novice et que vous n'arrivez pas à faire beaucoup de ventes, ne soyez pas étonné, ne soyez pas surpris. En fait, n'ayez pas de problème. Il y a des gens, supposons que vous devez recruter des personnes. Maintenant, vous voyez que moi, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à recruter. Je fais autant d'efforts, mais je vois que je n'arrive pas à recruter. En fait, tu n'es pas encore crédible. Il faut que tu comprennes ça. Donc, la manière dont moi je recrute là, ça ne peut pas être la même chose que toi. Parce que moi, j'ai pris un peu de temps, même si ce n'est pas beaucoup, pour bâtir ce qu'on appelle la crédibilité. J'ai animé 50 conférences. Est-ce qu'on peut mentir aux gens en allant animer 50 conférences? Souvent même dans la même salle. Vous voyez qu'en fait, à un certain moment, psychologiquement, les gens vont se dire « Ah, vraiment, ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. » Si c'était faux, peut-être un jour, quelqu'un allait venir boycotter sa conférence. Mais le gars, il est là, 50, 100 conférences. On le voit tout le temps, tout le temps. Et il vient, il dit pratiquement la même chose. Mais les gens viennent. Et personne n'est jamais venu se plaindre. Au contraire, à chaque conférence, les gens viennent faire des témoignages. Vous voyez, c'est la crédibilité. Souvent même, certains peuvent venir 2, 3, 4, 5 fois à ta conférence avant de rejoindre ton équipe. Amidou, le leader Amidou, il n'est pas encore là. S'il vient, vous allez voir. Il a participé à au moins 5 de mes conférences. Parce que premièrement, il est venu, il dit, bon, eux là, ils parlent de millions, ils parlent de possibilités, ils parlent de richesse. Moi, je vais venir à une autre conférence pour voir. Deuxième conférence, Jean-Pierre Guengané, il est venu. En tout cas, ça s'est bien passé. Il y en a qui sont encore venus faire des témoignages. Troisième conférence, il est venu encore. Je crois que ça, c'était vers le premier ministère. Bon, vers la primature. L'hôtel, là, j'ai oublié le nom de l'hôtel. Azalaï. Azalaï, il est venu. Il voit que la salle est pleine. Les gens sont venus, ça s'est passé comme d'habitude. Certains même sont encore montés faire des témoignages. Là, lui-même, il s'est levé. Il est venu chez moi au bureau. Je ne sais pas comment il a connu mon bureau, hein, mais il a trouvé un moyen. Il est venu et dit, je suis venu pour m'inscrire. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais les conditions? Il dit, je connais tout. Il a enlevé l'argent, il a déposé. Et je l'ai inscrit et puis il est parti. Parce que la crédibilité, souvent, ça se bâtit avec le temps. Voilà pourquoi quand tu commences, n'arrête pas. Parce que tu es en train de bâtir une crédibilité dans le temps. Vous voyez, si vous avez remarqué, les personnes qu'on suit le plus sur Internet, c'est les personnes qui sont anciens. Ils sont là il y a longtemps. Philippe Simo, Coach Simo, Justin, voilà, Investir au pays, Investisseur africain, Claudel Noumissi. Vous voyez, non? Ça veut dire que les personnes qu'on suit tout le temps là, c'est eux qui sont là depuis. Parce qu'ils ont pris le temps de bâtir ce qu'on appelle la crédibilité. Quand tu es là durant 5 ans, personne n'a déjà entendu dire que tu as arnaqué quelqu'un. Au contraire, les gens sortent pour faire des témoignages, pour montrer que réellement ce que tu fais, c'est bien pour eux. Mais à un certain moment, la richesse, ça vient à toi comme ça, naturellement. Les gens viennent acheter, naturellement, ils viennent, naturellement. Naturellement, ils viennent dans ton équipe. Naturellement, ils achètent ton produit. Naturellement, ils achètent ton service. Donc, souvent, ça prend du temps pour bâtir une crédibilité. La crédibilité, ça se bâtit aussi avec des preuves sociales, des témoignages. Voilà pourquoi, si vous avez des témoignages, vous montrez simplement les témoignages. Ça peut être des personnes qui ont consommé votre produit, des personnes même qui ont recommandé votre produit. Ça peut être le nombre de personnes qui ont acheté votre produit, tout ça. Tout ça, c'est des preuves sociales.
Parce que le crédit vient avec la confiance. Quand tu es crédible, on te fait confiance. Vous partez déposer votre argent en banque parce que la banque est crédible. En réalité, la banque peut fuir avec votre argent, sans problème. La banque peut aller en faillite. Il y a plusieurs banques qui sont allées en faillite. Mais vous partez déposer votre argent parce que depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais vu au Burkina une banque qui est partie en faillite. Donc, bon, on se dit que toutes les banques qui sont là quand même sont crédibles. Mais quand vous partez en 2008, il y a eu des crises. La crise boursière. Et le crash a fait en sorte qu'il y a des banques qui sont parties en faillite. Le taux d'intérêt était dans le négatif. Ils ont été obligés de fermer. Et là, fermer avec l'argent des gens. Si ça t'est arrivé une fois, tu vas dire, désormais, moi, je ne dépose plus mon argent en banque. Si tu as subi ça une fois, la plupart des personnes qui ont subi ça une fois, quand il a 10 millions, il ne va jamais déposer tous les 10 millions en banque. Même s'il n'y aura pas de crise, même s'il n'y aura rien, le gars ne va jamais déposer son argent en banque. Il va peut-être déposer 2 millions ou 3 millions et partir ailleurs, peut-être investir. Le reste, il préfère même garder chez lui à la maison que d'aller déposer en banque. Mais c'est le crédit qui fait en sorte que vous avez confiance aux gens. Alors, ici, il y a Carnegie qui aime dire que la vente ressemble un peu au leadership. La vente, ça s'apparente un peu au leadership. Ça veut dire quoi? Vous voyez, un leader, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'un leader fait? Qu'est-ce qu'un leader fait? Comment on reconnaît un leader? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui. Il montre l'exemple là. Ensuite? La capacité d'amener une personne à un état vers un état plus avancé. Ok, la capacité à diriger les personnes. Comment on reconnaît un leader? Bon, de façon simple. Le leader, et ça je l'ai décrit dans mon livre, Le secret des vendeurs 110. Le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. En fait, il y a quelque part où le gars veut aller. Il y a un objectif qu'il veut atteindre. Maintenant, il est motivé pour atteindre son objectif. La motivation qu'il a, l'inspiration qu'il a, c'est-à-dire que son envie de réussir, ça va influencer des personnes autour de lui. Et comme ça influence des personnes autour de lui, ça va attirer ces personnes qui ont été influencées autour de lui pour qu'ils puissent cheminer ensemble et atteindre la même vision. Parce que ces personnes épousent la vision du leader. Voilà pourquoi un président, quand il vient, quand il connaît le chemin, il commence à emprunter le chemin et que les gens sont derrière lui, c'est un leader. Parce que les gens épousent sa vision. Mais en fait, quand quelqu'un épouse ta vision, c'est parce que tu es crédible. Sinon, si tu es un escroc, tu es quelqu'un qui n'est pas clair, en réalité, personne ne va te suivre. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai 1400 personnes dans mon équipe. Les gens continuent de venir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce jour où tu vas dire, quelqu'un va dire, mesdames m'a arnaqué, ou bien mesdames a pris mon argent. Non, personne ne va dire ça. Vous n'allez jamais voir ça. Le jour où vous allez entendre parler de ça quelque part, ce jour-là, vous allez voir que certains vont commencer à quitter ma communauté, un à un. Parce que je perds de crédit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et si vous perdez de crédit, vous perdez les gens, vous perdez les clients. De la même manière que les personnes qui sont autour de vous ont besoin de votre crédit pour vous suivre, de cette même manière, vous avez besoin de montrer à votre client qu'il doit vous faire confiance. Le crédit là, vous devez montrer le même crédit à votre client, le prospect. Pourquoi le prospect doit te suivre? Pourquoi il doit venir acheter ton produit ou bien ton service? Tu dois lui montrer ta crédibilité. Parce que si tu arrives à lui montrer ton crédit,
Il n'y a pas de problème, il va te suivre. Donc, le crédit, c'est quoi? Montre-lui comment tu peux résoudre son problème. Il a un problème. Tous les prospects ont un problème. C'est à vous de leur montrer comment vous allez résoudre le problème. Et on va voir ça devant. Comment ça se fait dans la pratique. Donc, vous devez travailler sur votre crédibilité. Aujourd'hui, si vous êtes crédible, les gens n'ont pas de problème pour venir vous donner l'argent. Moi, aujourd'hui, si je veux lever 100 millions, d'ici la fin du mois, je peux le faire. À cause du crédit. J'ai quelques contacts, il suffit de prendre mon téléphone, je commence à appeler, je dis bon, voilà, j'ai mis en place un projet, tant, et je fais un levée de fonds de 2 millions. Est-ce que tu es partant? Oui, je suis partant. Il fait le dépôt. Tant, oui, je suis partant. Je fais un levé de 100 millions en un mois. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la crédibilité. Mais il y en a même qui sont là. Les gens ont peur même de te donner 50 000. Parce qu'ils savent que s'ils te donnent 50 000, ce n'est pas ceux qui vont avoir leur argent. Si vous voulez vendre, parce que quand je dis vendre, c'est dans tous les... Recruter, c'est vendre. Vendre un produit ou un service, c'est vendre. Et convaincre quelqu'un, c'est vendre. Donc, si vous voulez vendre, vous devez travailler sur votre crédibilité. C'est très important. Je sais que vous-même, vous n'allez pas voir comme ça quelqu'un au TOS qui est assis tout le temps, qui prend du Nescafé, qui vient vous dire « Ah, lui, il a un projet, il veut que vous investissiez ensemble. » Et toi, tu te lèves, tu demandes c'est combien? Non, je veux faire un levée de fonds de 1 million. Ton économie, là, 1 million, là, tu prends ça, tu lui donnes. Personne ne va accepter de faire ça. Parce qu'on se dit qu'il n'est pas crédible. On se dit qu'il n'a pas de crédit. Même quand vous partez en banque, comment la banque donne du crédit? Pourquoi? La banque donne du crédit à qui? La banque donne du crédit à quelqu'un qui est crédible. Quelqu'un qui n'est pas crédible ne peut pas avoir un crédit bancaire. Essayez, levez-vous tout de suite là. Allez-y en banque. Ecobank, BOA, Coris Bank. Allez-y demander un prêt. La banque ne va jamais vous donner de l'argent tant qu'elle n'est pas sûre de votre crédibilité. Vous voyez, un fonctionnaire, quand il part demander un crédit, c'est facile, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire qui tombe chaque mois. Même s'il n'est pas là, l'assurance paye. Donc, il y a le crédit. Mais toi, tu te lèves individu lambda, parce que j'ai un projet, voilà, je veux révolutionner le monde de l'agriculture ou bien de l'élevage au Burkina. Je veux un investissement. Je veux que les banques me financent. Sur quelle base? Tu veux qu'on te finance sur quelle base? Quelle est ta crédibilité? Quel est ton crédit? C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait un podcast avec quelqu'un, un financier qui travaille dans les banques. Il a fait comprendre que quand tu veux un crédit en banque, en fait, si tu es petit, ne viens pas d'abord là-bas. Il y a des institutions pour toi. Tu commences petit. Tu vois les microfinances. Il y a même les mésofinances, microfinances, mésofinances. Il y a d'autres types d'institutions. Après, maintenant, il y a les banques. Donc, tu commences par les microfinances. D'abord, même les microfinances, si tu veux qu'ils financent ton projet, ils ne financent jamais un projet sur papier. Toi, tu as un projet sur papier, personne ne va financer. Les projets qu'on finance, c'est les projets qu'on voit. Tu veux élevage, il faut d'abord commencer. Peut-être tu as 500 têtes de poulet. Tu viens montrer la preuve. Parce qu'en fait, là, tu es crédible. Toi, tu dis tu veux 1 million ou 2 millions pour aller faire élevage. Qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas aller boire la bière avec notre argent? Il y en a qui ont pris l'argent pour aller boire la bière avec. Vous vous rappelez autant de son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a de l'argent qui a été partagé ici, dans le pays. Il y a certains qui ont pris l'argent pour aller draguer. Il y en a qui ont pris pour aller boire la bière. C'est vrai. Voilà pourquoi il ne faut pas... C'est une très mauvaise idée de financer quelqu'un qui n'a pas un projet. La première des choses que la personne doit faire, c'est de commencer. On n'a pas dit de faire quelque chose de grand, mais commence. Tu déposes la première pierre. Et là,
ça donne la confiance, le crédit. Tu vas aller, les microfinances vont te financer, tu te développes. La banque va dire non, 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 non. Pour le moment, on ne peut pas te financer. Parce que, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par mois? Est-ce que tu peux nous dire combien de salariés tu as? Quelles sont tes entrées, tes sorties? Et quelles sont les taxes que tu payes? Tout ça là, est-ce que tu as des factures? La banque dit non, 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 on ne peut pas financer quelqu'un qui est dans l'informel. Parce que ce n'est pas sûr que tu vas rembourser notre argent. Tu n'as pas de crédit. Donc tu pars au niveau des mésos, les mésofinances. Là, ils vont dire, bon, on va te financer un peu, mais il faut que tu te structures, il faut que tu t'organises. Tu dis, ok, d'accord, je prends les 5 millions, je commence à me structurer un peu. Entre-temps, tu repars encore en banque. On dit, non, tu n'es pas bien structuré. Est-ce que tu as un comptable? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as tout ça? Les banques ne vont pas te financer. Maintenant, il y a d'autres institutions, j'ai encore oublié le nom, qui vont même te financer avant les banques. On les appelle les business angels. Les business angels, eux, ils ne vont pas forcément te donner l'argent, mais tu vas venir, ils vont dire, bon, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 300 millions. Pour faire quoi? Tu expliques. Ils vont voir que bon, tu es un peu organisé, mais tu n'es toujours pas crédible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les business angels vont dire, ok, on ne va pas te donner l'argent, mais on va te donner le matériel et on va te donner la formation et l'équipement. On ne te donne pas l'argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et là, maintenant, tu prends encore ça, tu te développes. Tu atteins maintenant un certain niveau, tu es bien organisé, tu vois, toutes tes factures sont là, les salariés, tout est organisé. Là, maintenant, quand tu pars en banque, tu dis à la banque, je veux 1 milliard, je vous assure que la banque donne l'argent. La banque même court pour venir te donner l'argent. Vous voyez le chemin que vous devez emprunter pour avoir un financement en banque? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour savoir ta crédibilité, ton crédit. Il y a des gens, ils veulent aller prendre un prêt bancaire. Quand on voit lui-même là, il est déjà dans le négatif, il a déjà des crédits. Mais lui, il part encore pour prendre crédit. On ne peut pas donner crédit à quelqu'un qui a crédit. Tu vas prendre crédit pour payer crédit. C'est trop grave. Donc, travaillez sur votre crédibilité. Ça, on appelle ça la capacité. Il faut que tu aies la capacité. Quand on voit, on sait que toi, tu as la capacité de résoudre tel problème. Quand on te voit, on sait que tu as la capacité. Le crédit, c'est quoi? Quand on te voit, supposons que tu vends des compléments alimentaires. La manière dont tu discutes avec quelqu'un, en fait, si toi-même, la personne ne voit pas que tu maîtrises ce que tu fais, tu perds ta crédibilité. Tu perds ton crédit. La question que je vous pose, supposons que vous êtes malade, vous entrez à l'hôpital, vous voyez 2 personnes. Il y a une personne qui est habillée en boubou blanc et stéthoscope. Une autre personne est habillée en t-shirt, jean blessé. Vous êtes malade. Vers qui vous allez aller? Hein? Pourquoi vous allez aller là-bas? Il a l'apparence d'un médecin. En fait, c'est la crédibilité comme ça. Vous lui donnez le crédit. Mais peut-être l'autre là, c'est peut-être l'autre même le major, le patron. Peut-être c'est lui-même le patron. Mais vous, quand vous êtes malade, vous venez, vous cherchez. La personne que vous voyez, c'est la personne qui est habillée en boubou stéthoscope. Parce que vous lui donnez le crédit. Vous dites non, lui là, c'est le médecin. C'est lui qui peut me soigner. C'est psychologique. C'est psychologique. Les produits que tu vends, tu dois tellement maîtriser les produits. Quand tu parles à quelqu'un, la personne est rassurée. La personne dit, ah, là, je n'ai pas peur de dépenser mon argent parce que là, j'ai affaire à un professionnel. Je n'ai pas affaire à quelqu'un qui tâtonne, qui doute, qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Le 3e point, c'est la bienveillance. Si vous voulez installer un climat de confiance avec les prospects, vous devez être bienveillant. La bienveillance, c'est quoi? C'est occupez-vous des autres. Apportez des solutions aux gens. Ne partez pas vers quelqu'un pour son argent. Ne partez pas vers quelqu'un pour prendre l'argent dans sa main. Quand quelqu'un sent déjà que tu viens pour son argent, plutôt que pour lui apporter de la solution, il ne va pas accepter de te donner l'argent.
Moi, je vous dis quelque chose. Il y a eu plusieurs ventes que j'ai faites parce que, à la base, j'ai écarté cette question d'argent. J'ai mis la question d'argent de côté. Et j'ai discuté réellement avec la personne pour connaître son problème. C'est-à-dire que tellement je veux aider la personne, je vais entrer en profondeur, lui poser des questions en profondeur. Parce que je vais lui faire comprendre que ce n'est pas ton argent. Moi, ce n'est pas ton argent. Si tu veux même, n'achète même pas le produit avec moi. Mais je veux vraiment te parler parce que je veux que tu puisses avoir une bonne solution. Ton histoire d'argent, le prix de mon produit, quoi là, laisse ça. Ce n'est pas ça. Si tu veux là, je vais bien t'expliquer. Si tu ne me fais pas confiance, va acheter avec quelqu'un d'autre. Parce que je suis bienveillant avec toi. Tu es venu pour chercher une solution. Je veux bien comprendre avant de te proposer. Parce que sinon, je risque de te donner des services, des produits qui ne vont pas répondre à ton besoin. Donc, si vous voulez vendre à quelqu'un, oubliez l'argent. Oubliez son argent et focalisez-vous sur son problème. Oubliez l'argent des gens et focalisez-vous sur leur problème. Lorsque vous allez oublier l'argent et réellement vous focaliser sur le problème des gens, vous allez voir que l'argent des gens ne sera pas un problème. Les gens vont vous donner de l'argent sans problème. Les gens n'ont pas de problème pour te donner de l'argent. Mais ton problème, c'est que on sent que tu viens pour vendre. En fait, on sent que tu viens pour chercher l'argent. Moi, je connais des vendeurs, quand ils sont en galère, c'est en ce moment qu'ils appellent leurs clients. Ils vont appeler le client. En fait, supposons que voilà, le gars il a acheté le livre avec moi. Comme je suis en galère, je ne l'ai jamais appelé pour lui demander est-ce que le livre ça t'aide. Jamais. Je l'ai juste vendu le livre, il a acheté le livre. Bon débarras. Maintenant, comme je suis en galère, 1 mois, 2 semaines, je l'appelle, je dis oui, comment vous allez? Voilà, j'ai des nouveaux livres qui sont là. Hein. Est-ce que je peux passer? Non, tu ne peux pas passer. Parce que c'est quand toi tu es en galère que tu me connais. C'est-à-dire que c'est quand tu as besoin d'argent que tu connais mon numéro. Mais par contre, quand tu lui vends le livre et que dans la semaine, tu l'appelles au moins 3 fois, tu dis oui, monsieur Meda, comment vous allez? Est-ce que vous avez lu le livre? Ah, est-ce que vous avez commencé à pratiquer? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Vous voyez, est-ce que tu le suis? Tu l'accompagnes? Je vous assure que même si tu l'appelles, tu lui proposes encore un autre livre, il va acheter. Parce qu'il sait que maintenant, lui, il ne m'a pas vendu un livre, mais il m'a vendu un service, un accompagnement. Il y a des prospects souvent, et je sais que ça arrive à certaines personnes ici, qui vous appellent. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, des prospects qui disent non, honnêtement, je n'ai jamais vu des personnes comme ça qui m'ont vendu un produit et qui continuent de m'appeler pour voir comment je vais, est-ce que je prends les produits. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi au bureau qui m'a dit que non, franchement, il y a un élément dans ton équipe là. Il m'a déjà vendu un produit. Et ce qui a fait que je suis là ici, il était à Lancaster. Ce qui a fait que je suis là, c'est parce que tous les jours, le gars m'appelle pour me demander est-ce que tu as pris, je t'avais dit de prendre 2 matins, 2 le soir, est-ce que c'est bon? Vous voyez, non? Il me suit. Il dit non, est-ce que les produits là, est-ce que ça ne te fait pas mal à quelque part? Est-ce que il me pose tout le temps des questions pour savoir si je vais bien? Ça fait que moi-même j'ai confiance en son produit. Ça fait que moi-même j'ai confiance pour consommer son produit. Vous voyez, quand vous suivez les gens, et là, il a recruté encore cette personne. Les gens n'ont pas de problème. Le gars, il est parti s'endetter pour venir prendre encore son kit et rejoindre son équipe. Il est allé s'endetter, il allait demander de l'argent pour venir encore acheter. Parce que les gens n'ont jamais de problème d'argent. Ils ont un problème de confiance. Mais quand tu n'es pas bienveillant avec les gens et que toi tu viens seulement, c'est l'argent des gens qui t'intéresse, c'est fini. Tu ne vas pas pouvoir les vendre. Occupez-vous des gens. Oubliez votre argent. L'argent, il y a quelqu'un qui a dit ici, c'est une contrepartie.
L'argent, c'est le résultat de la valeur que tu apportes. Je vois l'heure. Il est 19h30. Ok. L'argent, c'est le résultat de la valeur que tu apportes. La valeur que tu apportes là. L'argent, si tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'apportes pas assez de valeur. Ça, je vous le dis clairement. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'apportez pas assez de valeur. Entre chez toi à la maison et pose-toi la question. J'apporte de la valeur à combien de personnes par jour? Moi, par jour, je sais que minimum, il y a 500 personnes que j'accompagne. Tu ne peux pas apporter de la valeur à 500 personnes et puis ne pas être riche. C'est impossible. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'apportes pas suffisamment de valeur dans ta vie. Toi, dans ta vie, là, peut-être il n'y a que 2 personnes à qui tu apportes de la valeur, ou bien une personne, ou bien personne. Combien de clients à qui tu as apporté de la valeur? Combien de personnes autour de toi à qui tu as apporté de la valeur? Les personnes qui réussissent le plus dans la vie, c'est les personnes qui apportent le plus de valeur aux gens. Parce que l'argent, là, c'est une contrepartie. Tu ne peux pas l'avoir tant que tu n'as pas donné quelque chose, tant que tu n'as pas apporté une valeur. Mais il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui pensent que pour avoir de l'argent, là, c'est forcé. Ce n'est pas, c'est pas un travail forcé. Non, non, c'est la valeur que tu apportes. C'est ça qui te donne de l'argent. Et c'est comme ça que tu bâtis la confiance. Alors, on va continuer. Voici un peu quelques caractères que vous devez développer. Je vais peut-être laisser ça. Vous allez peut-être prendre des photos, écrire, je ne sais pas. Donc, 9 attitudes à développer. Et ça, c'est en vous-même. Vous développez ces attitudes, vous allez voir que la vente, ça va commencer à être naturel. Vous allez vendre des produits, des services, les gens vont vous faire confiance naturellement. Première des choses, ne critiquez pas les gens. Et puis ne condamnez pas les gens, ne parlez pas derrière le dos des gens. Évitez ça. Deuxième point, complimentez les gens avec sincérité. Il faut aimer complimenter les gens, encourager les gens. Montrer aux gens qu'ils sont capables. Montre à la personne qu'il peut guérir. Il vient acheter ton produit, tu lui montres qu'il peut guérir. Tu encourages la personne et montre-lui qu'il peut réussir. Ensuite, faites toujours ce que vous avez dit. La crédibilité. Faites toujours ce que vous avez dit que vous allez faire. Moi, aujourd'hui, quand je dis Challenge Dubaï 2025 en décembre, qui sont les personnes ici qui veulent aller à Dubaï? Décembre 2025. Quand je dis ça, regardez, quand je dis ça, les gens veulent partir. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit et je l'ai fait. En avril, j'ai dit, toutes les personnes qui passent millionnaires dans mon équipe, je les amène à Dubaï. Tout frais payé. Ils sont passés millionnaires, je les ai pris, boum, on est parti à Dubaï. Ça, tu fais ce que tu as dit. C'est toi qui as dit, non? Tu fais ce que tu as dit. Et ça te donne une crédibilité. Prochainement, quand tu vas venir dire Challenge Dubaï, les gens vont dire, ah, le gars là, il est sérieux, hein? Le gars là, il est sérieux. Parce que la dernière fois, il a dit et il a fait. En temps, je dis sortie. Toutes les personnes qui sont actives, on va faire une sortie à Lumbila. Il y a quelqu'un même qui va courir, venir te dire, ah, attends, moi, je vais être actif rapidement parce que le leader, il est sérieux. La dernière fois, il a dit, il a fait. Soyez crédible. Quand vous dites, il y en a qui vont dire, non, je vais être actif ce mois. Fin du mois, on prend FLP, on actualise, on voit que tu n'es pas actif. Tu n'es pas crédible. Prochainement, on ne peut pas compter sur toi. Quand je m'assois avec mes leaders, et Nebié et moi, hier, on était ensemble. J'ai dit à Nebié, j'ai dit non, lui là, je pense qu'il peut passer manager d'ici décembre. Nebié dit non, lui là, on ne peut pas lui faire confiance. Il dit non, lui là, quand j'ai dit son nom, il dit non, lui là, on ne peut pas lui faire confiance.
Parce qu'il a dit ça, plusieurs fois. Donc vous perdez votre crédibilité. Donc intéressez-vous aux autres, souriez, rappelez-vous du nom des gens, encouragez les autres à parler d'eux. Parlez aux autres de ce qui les intéresse. Faites sentir aux autres leur importance. Alors ça, c'est des attitudes que vous devez avoir si vous voulez que les gens vous fassent confiance. Souvent, on n'achète pas tes produits, pas parce que tu ne sais pas vendre, pas parce que tu n'as pas les techniques de vente. Tu peux avoir les meilleures techniques de vente au monde, mais quand tu n'as pas ces attitudes, ça va se ressentir dans tes ventes. L'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à vendre là, c'est parce qu'il y a des attitudes ici que tu n'as pas. Par exemple, toi, tu n'encourages jamais les gens à parler. Quand les gens parlent, toi, tu les bloques. Tout le temps, quand tu es en vente, c'est toi qui veux parler. C'est pas bon. Toi, tu ne fais jamais sentir les gens, l'importance des gens. Tout le temps, quand tu es là, les gens ne voient pas leur importance avec toi. Ça ne va pas fonctionner. C'est des attitudes que vous devez développer en tant que personne. Alors, on va aller rapidement. Maintenant, on va parler des 5 étapes de la vente. Je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne toujours? J'arrive, je vais voir si... Excuse-moi. Hein? Ok, ça fonctionne. Donc, maintenant, on va parler des 5 étapes pour créer une offre irrésistible. Bon, après, je vais vous envoyer le document. Hein. Les 5 étapes pour créer une offre irrésistible. Là, maintenant, on va parler des techniques. On a parlé un peu de la confiance et tout ça. On va maintenant parler de quelques techniques qui vous permettront de vendre efficacement. Alors, 5 étapes pour créer une offre irrésistible. Les amis, il y a 2 types d'offres qui existent. L'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre, c'est parce que vous faites des offres simples. Et quand tu fais une offre simple, ça n'encourage pas le prospect à acheter. Ce que tu dois faire plutôt, c'est une offre irrésistible. Arrête de faire des offres simples. L'offre simple, ça ne fonctionne pas. Quand tu appelles un prospect ou quand tu discutes avec quelqu'un, ton offre doit être irrésistible. Il ne doit pas, en fait, il doit se dire que je serais bête si je ne prends pas ce produit. En fait, il faut que le prospect se dise que je serais un idiot si je ne prends pas ce produit. Tant qu'il ne se dit pas ça, ton offre n'est pas une offre irrésistible. Il faut que tu arrives à faire ça. Que quand le prospect est là, tu lui proposes ton offre. Il regarde l'offre. Il dit, celui qui ne prend pas ce produit ou bien ce service-là, c'est un idiot. Et moi, vous allez voir que ce que je vous partage, c'est ce que je fais partout pour vendre tout ce que je vends. Formation, réseau, livres, accompagnement et tout ça. Offre irrésistible. Maintenant, l'offre irrésistible, il y a des choses que vous devez savoir. Quand vous voulez vendre quelque chose, il y a 5 étapes pour rendre ton offre irrésistible. Il y a 5 étapes. La première étape, c'est le problème de la personne. Généralement, quand vous voulez répondre à un besoin, la manière dont vous répondez aux besoins, ce n'est pas bon parce que c'est trop vague. Je vais prendre un exemple assez simple. Supposons que tu vends un produit minceur, un produit de perte de poids. Moi, je suis ton prospect, je discute, je t'appelle, tu m'appelles, on discute. Ou bien tu me fixes un rendez-vous, on commence à discuter. Et là, tu me fais comprendre que ton produit, ça permet de perdre du poids. Tu m'expliques les caractéristiques de ton produit, ça a été fait à base de tant, il y a tant qu'on a mis dedans et tout ça.
Et là, tu me dis non, c'est un produit qui permet réellement de perdre du poids. Tu ne seras pas découragé si tu le prends. En fait, tu ne donnes pas l'envie à quelqu'un de prendre ton produit quand tu parles comme ça. Parce que tout le monde dit ça. Même s'il part chez le vendeur au dehors, c'est ce que le vendeur... Est-ce que vous avez déjà vu un vendeur dire que son produit n'est pas bon? Tout le monde va te dire non, mon produit là, il est bon, c'est ça, 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 ça. Donc vraiment, si tu prends ça, ça va t'aider. Non. L'offre irrésistible, c'est d'abord le problème. Comment est-ce que tu dois lui parler? Lorsque quelqu'un vient vers toi, tu dois savoir que dans la tête de la personne, il y a 3 choses par rapport à son problème qu'il veut savoir. En fait, la première des choses qu'il veut savoir, c'est est-ce que je peux avoir une solution précise avec toi? Est-ce que tu peux me donner une solution précise et claire, pas une solution vague, du genre tu vas perdre du poids? Non, 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 non. Est-ce que ton produit là, ça me permet de perdre combien de kilos? Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est différent, hein? Je vends un produit qui te permet de perdre du poids. Et je vends un produit qui te permet de perdre 5 kilos en un mois. Vous voyez que c'est différent. L'offre irrésistible, dans l'offre irrésistible, vous devez toujours faire une promesse claire à votre prospect. Si la promesse n'est pas claire, votre offre n'est pas irrésistible. Première des choses, la promesse doit être claire. Qu'est-ce que vous promettez au prospect de façon claire et nette? Je te vends un produit, par exemple le pollen, pour augmenter la quantité des spermatozoïdes. Quand tu me dis je te vends un produit, ça pourra augmenter la quantité de... Non, 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 non. Pendant à quel moment, pendant combien de jours, je vais commencer à avoir les résultats? Tu peux dire, ok, je peux peut-être lui dire, en 2 semaines, en 1 mois, si tu consommes telle quantité, tu vas augmenter la productivité de tes spermatozoïdes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'autre offre, on appelle ça l'offre bateau. Et l'offre irrésistible, vous devez être clair par rapport à la solution, à la promesse. Ensuite, la promesse ne doit pas être trop longue. C'est-à-dire que il ne faut pas, tu vas venir vendre un produit ou bien dire à un prospect, mon produit là, si tu le prends, ça va te permettre de perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année. Ça va te permettre de perdre 10 kilos d'ici décembre. Ce n'est pas encourageant. Les gens veulent des solutions rapides. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les gens veulent des solutions rapides. Rapides et efficaces. Voilà pourquoi quand tu vends un produit ou un service qui ne permet pas d'avoir des solutions rapides et efficaces, c'est difficile pour toi de mettre en place une offre irrésistible. Le maximum de temps, l'intervalle de temps bloqué, c'est 3 mois. Si ça dépasse 3 mois, il commence à ne plus vouloir ton produit. Il va se dire que c'est trop long. Il a un problème elle a un problème de fertilité. Elle vient, elle discute avec toi. Si tu lui fais comprendre que sa solution c'est 6 mois, 1 an, je vais te revenir. Non, 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 je vais en parler à mon mari et puis je te reviens. Parce que la promesse est trop longue. Maximum 3 mois. Une promesse, maximum 3 mois. 90 jours. C'est mieux même de dire 90 jours. Parce que quand tu dis 3 mois là, ça ne sonne pas bien dans l'oreille. 3 mois, ça semble long. Mais tu dis 90 jours. Allez, 90 jours. Donc, ça va. Et la promesse doit être simple. La personne ne doit pas faire trop d'efforts pour avoir des résultats. Par exemple, si on va prendre l'exemple du produit qu'on vend pour perdre du poids. Je te vends un produit qui te permet de perdre 5 kilos sur 2 semaines sans faire le sport. Quand tu me contactes, la manière dont je te parle de mon produit, regardez un peu. C'est-à-dire qu'il veut que le résultat soit clair, il veut le résultat dans un délai et il ne veut pas faire trop d'efforts. Quand tu discutes avec quelqu'un, tant que ces 3 éléments ne sont pas sortis, ton offre est une offre bateau. Je te vends un produit qui va te permettre de perdre tel kilo en l'espace
de 2 semaines ou 1 mois sans faire le sport, sans effort. C'est ce que les gens veulent. Donc quand tu viens, je te donne une formation qui te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Je te donne une formation dans le digital qui te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires de 10% en 1 mois, ou bien en 90 jours, ou bien en 2 mois. Ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires de 10% sans utiliser la publicité, sans dépenser dans la publicité. En fait, c'est un bon deal. Et il est prêt à payer pour ça. Parce que l'offre est intéressante. Première des choses, si vous voulez que votre offre soit irrésistible, votre promesse doit être claire, dans un temps, dans un délai, et facile à appliquer, à utiliser. Deuxième chose, la deuxième chose qui fait en sorte que votre offre sera une offre irrésistible, c'est la valeur que vous êtes prêt à l'apporter. Pour quelle raison? Le gars il doit traverser la rue pour venir acheter toi ton produit plutôt que la compétition. Pourquoi il ne doit pas aller acheter le produit ailleurs? Quelle est la différence entre toi et les autres? Pourquoi il doit venir chez toi? Souvent, moi, par exemple, quand je discute avec quelqu'un, je lui fais comprendre qu'en réalité, ce n'est pas un produit que tu achètes chez moi. Ce que tu achètes chez moi, c'est un accompagnement que les autres ne vont pas te donner. Partout, c'est comme ça. Hein. Même dans mes formations, il y en a qui viennent me dire « Ah, Jean de Dieu, le prix de ton produit est trop cher. Est-ce que tu peux faire une réduction ?» Je dis « Non, je ne peux pas faire une réduction. » D'abord, je lui montre des témoignages de quelques personnes qui ont consommé mon produit, qui ont acheté ma formation, qui ont eu des résultats. Après, je leur dis « Bon, déjà, tu vois, avec ces personnes qui ont acheté, qui ont fait des témoignages, je ne peux pas te faire de réduction. C'est le prix de ma formation. Mais par contre, ce que je peux faire pour toi, si tu achètes ma formation tout de suite, je vais te permettre de payer en 2 tranches. Et en plus de ça, ce n'est pas une formation que tu achètes, mais c'est un accompagnement. Maintenant, l'accompagnement, c'était prévu sur 1 mois. Et si tu l'achètes de façon exceptionnelle, toi, je vais te donner un accompagnement de 3 mois, à condition que tu prennes la formation immédiatement. Je n'ai pas baissé le prix de mon produit. J'ai augmenté la valeur qu'il perçoit. Avant, je donne un accompagnement de 1 mois. Mais je te dis que si tu achètes ma formation tout de suite, je t'accompagne pendant 3 mois. Vous voyez que ce n'est pas le prix. Je n'ai pas joué sur le prix. J'ai juste joué sur la valeur que la personne perçoit. Tu me contactes par rapport à un produit quelconque que je vends. Je te dis que ce ne sont pas des produits que tu achètes chez moi à la base. À la base, quand tu achètes les produits, c'est comme si tu as payé pour avoir un consultant qui te suit. Ce que tu ne vas pas avoir ailleurs. Parce qu'au cas où tu prends le produit, voilà, s'il y a des manquements, il y a des choses à compléter, un régime alimentaire à avoir et tout ça, je serai là pour t'accompagner. Chose que la compétition ne va pas faire. Et ça, cette valeur, ça pousse la personne à payer le prix qu'il faut. Même si la compétition vend le produit à 100 000 et que toi, tu vends le produit à 150 000, en fait, il est prêt à payer le montant supplémentaire parce que tu as augmenté la valeur qu'il perçoit. Ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui viennent payer ma formation à 200 000. Pourtant, la même formation, il y a certains qui vendent à 20 000. Ils préfèrent ne pas acheter la formation à 20 000. En fait, ils préfèrent acheter la formation à 200 000. Pourquoi? Parce que la valeur que la personne perçoit derrière n'est pas pareille. La formation est idem, pareil. Mais la valeur qu'il perçoit n'est pas pareille. Donc, il est prêt à payer un montant d'argent supplémentaire parce qu'il y a la valeur ajoutée. Donc, quand toi tu vends à quelqu'un là, quelle est la valeur ajoutée? Et je vais vous dire, vous-même, vous êtes comme ça. Je vous assure, même dans le livre, c'est expliqué. Vous-même, vous êtes comme ça. Qui sont les personnes qui sont habituées à boire le café comme moi, dans les restos, dans les choses, avec des amis et tout ça? Qui sont les personnes qui sont habituées à faire ça? Moi, je fais partie. Oui. Alors, je vous explique. Moi, souvent, demandez à ma femme, souvent, je me lève à la maison. Le café, là, est là. Même café. Je vous assure, la machine, quand vous partez chez moi au bureau, la machine à café est là, hein, espresso et tout ça. C'est là au bureau.
le même café est là. Mais je me lève du bureau, je m'en vais là-bas et je paye de l'argent supplémentaire pour avoir le café. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pourquoi je suis prêt à payer l'argent supplémentaire? Parce que quand j'arrive, il y a une valeur ajoutée que j'ai. J'ai des gens avec lesquels je discute, je cause, je suis content, on est ensemble. Vous voyez? En fait, à cause de cette valeur-là, je suis prêt à payer un montant d'argent supplémentaire. Sinon, tout le monde peut prendre le thé. Quand tu achètes le thé, le carton du thé avec le sucre, tu économises. Mais en fait, tu préfères aller dépenser 100 francs au Tchos parce que quand tu es là-bas, il y a des gens avec lesquels tu causes. Il y a une plus-value quand tu es là-bas. Donc, tu es prêt à payer plus pour la plus-value. Les gens aussi sont prêts à payer plus si vous êtes prêts à ajouter la valeur qu'ils perçoivent. Parce que c'est une question de valeur, ce n'est pas une question de prix. Ne pensez pas que non. Et psychologiquement, pourquoi je dis que c'est une question de valeur? Regardez un peu. Moi, souvent, ma formation, ça coûte 198 000. Mais quand je te vends la formation, à la base, je dis que si tu veux ma formation plus mon accompagnement, c'est 2 000 euros, 1 200 000. Je t'accompagne 1 mois et tu prends la formation. On discute. Je dis, bon, tout de suite là, si tu es prêt, bon, 2 000 euros, c'est 3 mois. 3 mois d'accompagnement. Souvent même 9 mois en fonction de la formation que tu prends. Si tu discutes, je dis, ok, il n'y a pas de problème. La même formation de 2 000 euros, je te donne cette même formation de 2 000 euros à 197 000 francs sans accompagnement. Je vous assure que la personne ne prend pas. Je vous assure, quand je dis je te donne cette même formation, la formation de 2 000 euros là,